L'apprentissage est-il le nouveau passeport pour l'emploi? On va en parler directement avec nos invités. Allez, on y va? Oui, c'est parti. C'est parti. Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Viano au sommaire, ma chère Caroline. Alors l'apprentissage a longtemps été boudé par les élèves et leurs parents, mais il tient aujourd'hui sa revanche. La tendance s'inverse en France. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis Faustina Marien est également avec nous et on va parler d'amour. On va parler d'amour, on va se dire je t'aime. Ah ouais, plein de love, tout de love. Et puis vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Viano et nous poser toutes vos questions. Mais tout d'abord, c'est la revue de presse. Le jungle. Ah bah, c'est génial. Marie-Jo. J'ai un jingle. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, c'est Voilà. J'ai une espèce d'ascension sociale. Je vous ai dit que vous étiez la reine de l'info ou pas? Bon, voilà. Ouais, c'est merveilleux. La reine de l'info mérite son jingle. Merci aux graphistes. Bon. C'est très beau. Pas mal d'inondations quand même alors. Oui. L'information du jour pour les gens qui ne sont pas Caroline, c'est quand même effectivement les inondations dans l'Aude, avec un bilan qui s'alourdit. Mais la presse écrite part absolument dans tous les sens et ne parle pas forcément de ça. Je vais commencer avec le Figaro qui s'intéresse au remaniement, parce que nous aussi, ça fait quand même quelques semaines qu'on suit ça. Là aussi, il y a une inondation. Alors voilà, maniement, donc Macron jouera-t-il l'atout Blanquer? Alors le nouveau gouvernement devrait être dévoilé en début de semaine, évidemment. L'exécutif hésite encore entre deux profils tout à fait différents. Des experts comme justement le ministre de l'Éducation ou des politiques. Le quotidien nous révèle en fait que depuis la démission de Gérard Collomb, le chef de l'État s'est mis en quête de perles rares comme Jean-Michel Blanquer. Donc une affaire à suivre, puis à mon avis une affaire à conclure parce que là ça commence un peu à durer. On reste dans les affaires de l'État avec le budget? Oui, c'est Libération qui se concentre sur la loi de finances qui est aussi à l'ordre du jour. Vous voyez, pouvoir d'achat, un budget à remanier. Alors là, la loi, en fait, est discutée à partir de ce lundi à l'Assemblée et elle devrait normalement redonner un peu d'air au porte-monnaie des moins favorisés. Pourtant, le ressenti, nous dit le quotidien, est un peu différent. Et c'est vrai que l'Institut des politiques publiques nous explique qu'il y aura de grandes inégalités. Il y a 60% à peu près des ménages qui vont gagner et puis 20% des plus modestes qui finalement vont peut-être certainement même perdre entre 0,5 et 1% de leurs revenus disponibles. Quant aux plus riches, 1% de la population, eh bien eux, ils vont gagner environ 6% grâce à la disparition de l'ISF. Voilà. Des nouvelles de l'Europe? Absolument, c'est l'humanité qui s'y colle. L'humanité, avec ce traité que Bruxelles et les multinationales veulent enterrer. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un traité qui voudrait en finir avec les grandes entreprises et leur totale impunité quand elles violent les droits humains et les droits environnementaux. En fait, l'humanité revient sur le drame qui s'était passé au Bangladesh. Vous vous souvenez, le Rana Plaza, cet immeuble qui s'était effondré et qui avait causé la mort de plus de 1000 personnes. Plus de 2000 blessés aussi. Et c'était en fait des ouvriers d'ateliers de confection pour diverses marques. Et il se trouve qu'à ce jour, les grandes marques n'ont pas du tout été inquiétées par ce terrible drame. Allez, sans transition, on continue avec la santé. Je vous dis que ça part vraiment dans tous les sens aujourd'hui. C'est le Parisien qui titre sur les maladies ignorées qui nous gâchent la vie. Voilà, il affirme que 4 millions de Français souffrent de douleurs non identifiées. Sont-ils pour autant des malades imaginaires? J'ai mangé un macaron. Je suis désolée. J'avoue. Un macaron? Il ne fallait pas. Oui, un seul pour l'instant, un seul, Florian. Mais le quotidien nous dit que non, finalement, les médecins disent que ce n'est pas du tout des maladies imaginaires et qu'il faut de toute façon soigner la douleur. Oui, je suis piégée. Soigner la douleur, quelle que soit sa cause, même si elle est simplement émotionnelle. Allez, on retourne sur l'île, un petit focus. Oui, Corse Matin s'intéresse au climat. On a une très intéressante aujourd'hui. La Corse épicentre du séisme climatique. Vous voyez ici, eau, santé, sociale, écosystème, la litanie des conséquences effraie les experts. Alors en fait, le quotidien nous explique que notre île cumule absolument tous les risques et que si rien ne change, la température devrait en 2040 être montée d'1,5 degré. Ça paraît un petit chiffre, 1,5 degré, mais en fait c'est une catastrophe, une vraie catastrophe. Et vous voyez ici qu'on titre aussi que dans le Tasignan, la température de l'eau a augmenté de 6 degrés depuis 1960. C'est-à-dire que les températures les plus extrêmes du Tasignan étaient montées jusqu'à 27 et cette année on a atteint la température de 33 degrés. Alors ça, c'est une catastrophe, évidemment, pour la prolifération des bactéries et pour l'écosystème en général. Et on termine avec une information primordiale. Primordiale. Un peu de légèreté, oui, finalement. il faut. Ce sont nos amis bretons du Télégramme qui titrent « Le canot de Napoléon Ier en route vers Brest ». Magnifiquement restauré par le musée de la Marine à Paris, le canot impérial de Napoléon Ier a quitté la capitale dimanche pour rejoindre Brest.
son port d'attache qu'il avait dû quitter en fait en 1943 à cause des bombardements, et son arrivée est prévue mercredi dans la cité du Ponant. Alors en fait, on voit sur ces images la complexité du transport quand même de la chose. C'est un canot qui avait été commandé en 1910 par Napoléon Ier pour justement parader, c'est un truc d'apparat, et visiter les fortifications d'Anvers en Belgique. Et puis ensuite, Napoléon III avait aussi paradé sur le même canot en 1858, et c'est à lui que l'on doit le surplus de dorure que l'on voit ici et qui nous paraît une amélioration quand même plus que nécessaire. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Marie-Jo, on vous retrouve ce soir avec Célia pour le rendez-vous avec... Oui, avec Annick Peignet-Joule, et on va parler de Corsica Doc. Super, merci beaucoup. Marie-Jo, à partir de 20h10. C'est ça. Et puis on se dit à demain. À demain. À demain, merci beaucoup. Faustine, à nous. Alors, parlons d'amour, mais d'amour 2.0 quand même. Exactement. Comment se dit-on « je t'aime » aujourd'hui ? Est-ce qu'on s'aime moins ? Est-ce qu'on s'aime plus ? Est-ce que les SMS ont changé la relation épistolaire amoureuse ? Tant de questions que s'est posée Morgane Hortin, la personne qui est derrière la page Amour solitaire. C'est une page Instagram. Grâce à des contributions anonymes, Morgane répertorie ce que peuvent être les échanges amoureux au XXIe siècle. Alors tantôt drôle, tantôt triste, tantôt passionné ou carrément sexto. Elle part du postulat qu'aujourd'hui, on se dit toujours autant « je t'aime ». Mais Morgane sait de quoi elle parle, puisqu'elle est responsable éditoriale chez Des Lettres. C'est une maison d'édition et website spécialisée dans la relation épistolaire. Et c'est forte de son rôle qu'elle s'est lancée dans ce projet, parce qu'en fait, elle en avait marre qu'on dise que les gens n'écrivent plus. Ce qu'elle voulait montrer, en fait, c'est que de nos jours, on a justement 1000 interfaces qui nous permettent de dire « je t'aime » et de dire « je t'aime » d'une façon un peu nouvelle, Et c'est très intéressant puisque d'un côté, chez Des Lettres, elle publie les échanges d'amants célèbres et d'un autre côté, sur la page d'Amour solitaire, elle publie nos échanges à nous. Et on s'aperçoit que lorsque l'échange est porté par un sentiment fort, amour, haine ou passion, bien souvent, les mots qui en ressortent, nos mots, sont tout aussi inspirés que ceux des grands. Finalement, que l'on soit Anaïs Nin ou la voisine, quand on s'aime... Eh bien, on s'aime, et la lecture interdite de ces sentiments est tout aussi savoureuse. En témoignent tous les messages que je ne citerai pas sur cette chronique. C'est dommage. Mais je vous invite à visiter la page « Comment Morgane collecte-t-elle ces messages ?» Alors au début, elle a commencé par publier ses messages à elle, puis les messages de ses amis. Aujourd'hui, elle reçoit 90 propositions par jour via le site d'Amour solitaire que je vous invite à visiter si vous voulez partager votre fougue. Elle met donc en lumière ces milliers de petits mots qui circulent chaque jour entre deux personnes et qui clament haut et fort « Non, la lettre d'amour n'est pas morte. Non, la lettre d'amour n'est pas morte. Elle a simplement évolué avec la technologie et peut-être est-elle même plus vivante que jamais. » Ce qui pourrait avoir changé dans l'amour, ce n'est pas l'amour lui-même, mais c'est peut-être les temps de l'amour. Pas les performances, mais simplement l'attente. Avant, des semaines pouvaient passer entre deux missives de votre soldat parti en guerre. Des semaines de rêverie ou d'angoisse en attendant le vélo du facteur. Aujourd'hui, on peut échanger 50 textos en une journée dans laquelle une histoire naît, vit et se meurt. Alors peut-être s'aime-t-on plus vite, mais certainement pas moins. Le sentiment amoureux a-t-il perdu de sa légitimité pour autant, alors qu'on pensait l'ère du romantisme bel et bien enterrée finalement? Amour solitaire est à l'avant-garde. Non seulement ce n'est plus ringard d'être amoureux, mais le monde en a peut-être plus que jamais besoin. Amour solitaire, c'est à la fois le garant d'un sentiment intemporel et le témoin de son époque. Alors vous aussi, soyez contestataires, aimez-vous. On s'aime, hein. C'est le mot de la fin. On va vous envoyer plein de cœurs, plein de cœurs. Non, le truc c'est OK, 3 petits points. Ouais, c'est quand même ça le top du texto amoureux. Le but, il est mortel. Merci Faustine, on se retrouve quand demain. On se retrouve demain pour un direct, oui, de l'école. Très bien. Oui. Merci beaucoup Faustine. Il est 12h34, c'est l'heure du débat de Vianov. Voie de garage ou voie royale pour l'emploi. Si l'efficacité de l'apprentissage n'est plus à démontrer, il a longtemps souffert d'une image dégradée. Mais ça, c'était avant. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur,
Pas vraiment. Le ministère du Travail, on est obsédé par le remaniement. Le ministère du Travail donc, a annoncé les bons chiffres de l'apprentissage, une hausse dans tous les niveaux, de la 3e jusqu'à l'enseignement supérieur. Pour en parler, aujourd'hui, nous accueillons Christophe Storail. Bonjour, vous êtes directeur du CFA Univ à l'Université de Corse, ou de l'Université de Corse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dominique Tchelly, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Et Mélanie Fanck, donc assistante de direction, mais ancienne apprentie. C'est bien ça? Tout à fait. Bienvenue à tous trois. Christophe Storail, ça y est, nous y sommes. L'apprentissage tient enfin sa revanche. On espère en tout cas. Oui. Les chiffres que vous avez avancés sont plutôt flatteurs, effectivement. Et on essaie en tout cas à travers ce dispositif de tuer cette image d'Épinal qui était celle qui considérait que pour faire de l'apprentissage, il fallait être en échec scolaire. Or, on démontre, en tout cas dans l'enseignement supérieur, tout le contraire. On pourra en parler, puisque c'est au contraire une image, une voie d'excellence et une voie surtout d'insertion professionnelle pour les jeunes qui décident de choisir ce dispositif pour être formés. C'est quoi? C'est la pédagogie, le travail de pédagogie qui paye enfin? C'est le travail de pédagogie, c'est un triumvirat l'apprentissage. Il y a un étudiant qui veut être formé, il y a un chef d'entreprise qui propose un contrat d'apprentissage et il y a un centre de formation qui est là pour faire l'encadrement et pour suivre en fait l'apprenti tout au long de son cursus, y compris dans sa partie, je dirais, en formation dans l'entreprise. Donc c'est un jeu à trois. Quand les trois acteurs sont parfaitement impliqués, ça amène à une réussite grandissante. Alors du coup, je me tourne vers vous, Dominique Tchelly. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous puisez régulièrement dans le vivier des apprentis pour vos recrutements. Oui, puisque nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec Christophe sur le recrutement. On avait pensé à l'époque qu'effectivement, prendre des gens en apprentissage dans l'entreprise pour les former aux métiers qu'ils peuvent effectuer demain au sein d'Espace Élec, sur une population plus en fin de cycle, en master ou en licence, etc., et qui amène à la suite soit à garder les gens dans l'entreprise parce qu'ils se reconnaissent dans le projet, soit à continuer ou changer de voie, mais aujourd'hui, on a quand même pas mal de gens dans l'entreprise qui sont issus du CFA universitaire. Et quels sont les avantages, justement, de recruter en apprentissage? L'avantage, ça nous permet d'avoir une période d'1 an ou 2 ans selon le cursus où on peut former la personne et l'apprenti voit aussi si le métier sur lequel il s'est destiné à évoluer correspond à ses attentes. Donc à la fin, puisqu'on a 1 an de vie en commune, c'est plus facile de savoir pour les deux parties si c'est le bon choix ou pas. C'est de la formation sur mesure? En plus pour vous? Oui, carrément. On profite de la théorie qui est enseignée par la fac et on l'applique aux besoins de l'entreprise. Alors Mélanie Fanck, vous étiez apprentie jusqu'à il y a peu. Tout à fait. Pourquoi vous êtes-vous orientée vers cette voie, vers l'alternance? Alors moi, en fait, après le bac, j'ai décidé donc de suivre mon bac et de faire une filière générale, la licence économie et gestion, à l'Université de Corse. Et en 3e année, si vous voulez, il y avait un mois de stage. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, je ne peux pas continuer sans faire d'alternance. Si je continue mes études, il faut appliquer la théorie à la pratique. Et du coup, je me suis lancée dans une recherche d'alternance. Après ce stage? Après ce stage. Pour en fait rentrer en master à l'IAE de Corse en sciences du management en alternance. Christophe, les stages, les expériences professionnelles, même d'1 mois ou de quelques semaines, arrivent trop tard dans le système actuel? Oui, je pense que le fait de les développer en amont du bac, c'est déjà très bien. Parce que très souvent, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, on a déjà un projet professionnel qui peut être quasiment abouti. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, ça nourrit une vocation, ça nourrit un intérêt pour un individu, pour un élève. Et quand l'élève a déjà fait un stage dans une entreprise, dans une collectivité, dans une association, il touche le monde du travail. Et donc, effectivement, ça peut révéler des vocations, il peut y avoir des le profils. Déclic. Exactement. Alors, il y a 8 grands centres, je schématise, de formation aux apprentis, pour les apprentis en Corse. Quelle est la différence entre le CFA Univ et les autres CFA? Alors, le CFA universitaire, en fait, gère évidemment que les formations qui concernent l'université, mais la particularité, c'est que, en fait, l'alternance et l'apprentissage à l'université, c'est une opportunité pour un étudiant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les étudiants sont d'abord retenus dans des formations, et c'est ensuite les étudiants qui font le choix de faire une formation
en alternance, le cursus en alternance ou le cursus en formation classique. Donc quand c'est une opportunité, déjà, il n'y a pas d'obligation. Et les jeunes qui y viennent, comme l'a dit Mélanie, par envie, par destin, par volonté, parce qu'on veut augmenter son employabilité, parce qu'on sait que ça va être notre dernier diplôme, et donc on va accentuer la capacité à pouvoir insérer le marché du travail dans les meilleures conditions. Il y en a d'autres qui préfèrent au contraire, dès la première année, être en apprentissage. Donc c'est un choix, une opportunité, et c'est la particularité quand même du CFA universitaire. Alors dans l'enseignement supérieur, d'autres centres procèdent également de la sorte, mais en général, dans ce qui est des autres centres de formation, on ne fait que de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas de contrat d'apprentissage, vous ne pouvez pas faire de formation. Nous, c'est l'inverse. Il faut d'abord être retenu dans la formation pour pouvoir faire de l'apprentissage. Du coup, ça inverse évidemment les tendances, les chiffres, la réalité de l'insertion, la réalité du succès aux examens. On a quand même 95% des jeunes qui sont issus d'un contrat d'apprentissage à l'université qui réussissent à l'examen. Comme les formations sont mixées, eh bien, chaque année, dans les 38 formations que nous avons, qui regroupent 900 étudiants, dont un tiers en apprentissage, dans 70% des cas, le major de promotion est issu de l'alternance. D'accord. Donc, voilà, c'est vraiment une formation d'excellence. C'est un dispositif qui mène à l'excellence. Et encore une fois, ce sont les apprentis qui véhiculent ces résultats-là. Mélanie, Dominique, comment vous êtes-vous trouvée, si j'ose dire? Est-ce que vous avez été accompagnée dans vos recherches d'entreprise, les démarches que vous avez entreprises pour justement trouver votre alternance? À la fin de ma licence, du coup, j'ai commencé à envoyer des CV, des lettres de motivation. Et plusieurs entreprises m'ont répondu et j'ai été convoquée à des entretiens, dont 2 à Espace Elec. Donc, et Dominique, vous lui avez fait passer un entretien en bonne et due forme. C'est pas du tout la stagiaire de 3e, si on peut dire, qui est en observation. Voilà, tout l'intérêt du dispositif tient dans le recrutement. Si la personne n'a pas conscience que c'est un vrai emploi, puisqu'il y a un contrat de travail qui est établi avec l'entreprise, donc on fait des recrutements comme un recrutement pour un autre poste. Et c'est là où on sonde l'intérêt du candidat pour l'alternance ou pas, et éventuellement pour l'entreprise demain. Est-ce qu'il y a un lien particulier qui se crée entre les tuteurs ou les chefs d'entreprise quand il s'agit de petites structures et l'apprenti ? Qui va au-delà du professionnel, je dirais, qui est plus dans l'accompagnement ou dans le mentorat. Nous, aujourd'hui, on est 50 personnes dans l'entreprise. Au siège, on est 8. Donc, effectivement, elle est à la maison, quoi. C'est vrai, Mélanie. Oui, tout à fait. On est très accompagnés. Ce qui est important, c'est justement, vous parliez de mentorat, c'est ce double encadrement qui existe entre le maître d'apprentissage de l'entreprise et le tuteur dans le centre de formation, qui sont en connexion pour voir comment évolue l'apprenti, comment évoluent ses missions, comment évolue son profil. Il faut savoir que dans chaque contrat d'apprentissage, il y a une formation. Dans chaque formation, il y a un référentiel de compétences. Donc quand une étudiante est recrutée dans un master ressources humaines, elle va avoir des fonctions et des missions qui sont en lien avec la formation qu'elle développe et par rapport à des compétences qu'elle est censée acquérir. Donc tout est cadré, tout est doublement encadré. Et quand on a un étudiant ou une étudiante qui est motivée, c'est comme un cheval de course, je dirais. Quand il est bien entraîné, bien encadré par ses coachs, il gagne les courses. C'est un petit peu la même chose avec l'alternance et l'apprentissage. Est-ce que vous réussissez à dresser un portrait robot, je dirais, de l'apprenti type? C'est la motivation, d'abord. Le premier des portraits robots, le premier des paramètres. J'avais peur qu'elle dise dresser un cheval. J'ai vraiment peur. Un étudiant qui est apprenti n'est pas forcément le meilleur étudiant à la base, mais il le devient par sa motivation et son projet professionnel. En tout cas, les chiffres le démontrent. Et c'est pour ça qu'il faut véhiculer cette image-là d'excellence. C'est vraiment un dispositif qui permet l'employabilité. N'oublions pas que dans 80% des cas à l'université, on est en emploi, quasiment avant même la fin de son contrat de travail. En tout cas, les propositions sont là. Nous, on a des Alors que enquêtes la moyenne nationale, c'est ministérielles. 70%, donc vous êtes au-dessus. On est à 80%, parfois c'est 85%, parfois c'est un petit peu moins. Mais c'est surtout, je dirais, une employabilité, un vecteur d'employabilité qui est très fort parce que l'étudiant est recruté dans 50% dans l'entreprise qui vient de le former.
Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel d'employabilité. C'est pas, je dirais, un contrat d'apprentissage, c'est comme des fiançailles. Ensuite, on peut se marier, on peut intégrer ou pas. Et on peut même divorcer. On peut même divorcer. Alors l'intérêt, c'est peut-être de ne pas se marier pour ne pas divorcer, mais quelque part, on a une capacité d'amour qui est importante puisqu'on développe de l'employabilité auprès d'autres entreprises. Justement, est-ce qu'on a droit à l'erreur quand on est en apprentissage? Est-ce que quand on est sur les rails avec un emploi à la clé, est-ce qu'on peut dire à un moment où finalement c'est soit l'entreprise, soit cette filière qui ne me correspond pas, je change? Est-ce qu'on perd tout le bénéfice? Non, c'est possible. Encore une fois, nous, on propose une opportunité de signature de contrat ou non. Donc, quand un contrat est signé, il est signé pour la durée de la formation, qui peut être d'1 an ou de 2 ans. Il y a une période probatoire, car c'est un contrat de travail, de 45 jours. À partir de cette période-là, il ne peut pas y avoir de rupture unilatérale du côté de l'employeur comme du côté de l'apprenti. Il doit y avoir une rupture qui est coordonnée, on va dire, à l'amiable. C'est une sorte de période d'essai. Complètement. Oui. Donc ça existe, mais encore une fois, les chiffres le prouvent, on a moins de 5% de rupture de contrat dans l'enseignement supérieur et notamment à l'université. Quand je dis rupture de contrat, ça ne veut pas dire pour changer d'entreprise. Ça veut dire pour ne plus faire d'apprentissage et revenir dans un cursus classique. Donc c'est extrêmement rare. Quand les choses sont codifiées à la base, la réussite est au bout du chemin. Dominique Thilly, les points noirs, je dirais, de l'apprentissage pour vous en tant que chef d'entreprise, il doit bien en avoir quelques-uns. Les points noirs, alors, soit on n'a pas préparé suffisamment le cursus de l'alternant, et là ça devient une perte de temps et pour l'entreprise et pour le jeune apprenti. Le manque de motivation ou les mauvaises raisons pour lesquelles l'apprenti a candidaté sur le poste, parce qu'effectivement, comme on le disait en introduction, ce n'est pas une voie de garage, ça doit être un projet professionnel. Et si nous, au cours de l'entretien, ou si le jeune qui a candidaté n'a pas bien exprimé ses choix, ben là, tout le monde perd son temps. Sinon, je ne trouve pas de points négatifs. Mélanie, pour vous? Les points négatifs? Oui, s'il devait en avoir. C'est adapté au rythme de travail, en combinant les études et l'apprentissage. Voilà, tout ce que je vois. Après, c'est que du bénéfice. Alors, il y a une réforme qui se prépare, préparée par le gouvernement, qui va augmenter, je dirais, le rythme et la cadence, au vu des bons chiffres de cette année. Je le rappelle, plus 45% d'apprentis pour la 3e et plus 9% dès l'enseignement supérieur. Attendez, vous voulez qu'on le... Florian, si vous pouvez. Non, c'est bon, regardez, ça va, vous êtes bien Oui. Bon. C'est le direct, c'est comme ça. Donc, que va changer la réforme pour vous, Christophe? Alors, on sait que les apprentis pourront s'inscrire jusqu'à 30 ans. Tout à fait. Ensuite, pour les autres grands changements? Alors, les autres grands changements vont concerner les procédures de financement. Parce que jusqu'à présent, il faut savoir que l'apprentissage était une prérogative des régions. Ça va disparaître. Désormais, on va traiter directement avec les branches professionnelles, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Sauf que la réforme, elle prévoit de centraliser le dispositif vers une structure qui s'appelle France Compétences et qui va décider des coûts de formation en Corse, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux et à Lille de manière uniforme. Donc c'est pas forcément ce qui va... Alors est-ce que les petites régions ne vont pas être lésées justement? Mais ça risque. Ou alors elles vont être avantagées, ça dépend. Mais on risque d'être dans une situation un peu particulière, alors que là on avait quand même un lien avec les régions qui était un lien très fort. Surtout dans des petites régions comme la nôtre. Alors bon, on a de très bonnes relations avec les branches professionnelles, le BTP, l'agroalimentaire et autres, mais quand il va falloir traiter avec les instances nationales, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais on s'y fera. On fera de l'apprentissage aussi. Alors justement, j'ai une petite réaction Facebook. Ce type d'apprentissage en alternance donne envie, mais est-ce que vraiment les entreprises ici en Corse jouent le jeu d'embaucher des contrats en alternance? On a peur que nos enfants aient du mal à trouver l'entreprise qui acceptera le défi. Alors, s'il y a bien des entreprises, et c'est sans démagogie que je le dis, qui jouent le jeu, c'est en Corse. C'est bien en Corse. Et parce qu'en plus, en Corse, il y a 95% de très petites structures. Donc, les structures plus grandes font le jeu, jouent le jeu et embauchent. Mais les petites structures également, parce qu'elles ont besoin. Il ne faut pas oublier que derrière un contrat d'apprentissage, il y a la formation d'un jeune, mais il y a un besoin qui est exprimé par une entreprise. Et souvent, l'apprenti crée son propre besoin, son propre emploi dans l'entreprise.
je serais tenté de dire, parfois... Il amène vraiment quelque chose à l'entreprise. Oui, il apporte une compétence. Il amène quelque chose à l'entreprise veut le garder, et parfois l'étudiant ne veut pas rester dans l'entreprise parce qu'il peut avoir un autre projet professionnel. Donc c'est le comble du riche, ça. Et ça existe chez nous. Mais on a vraiment un tissu entrepreneurial qui est très impliqué dans la formation du jeune en Corse, et c'est un avantage considérable. Dominique, vous avez pu le vérifier ça sur le terrain ? C'est-à-dire l'apport de compétences et puis l'envie ensuite d'évoluer ? Si je prends l'exemple de Mélanie, elle s'est créée son poste, puisque le poste qu'elle occupe aujourd'hui n'existait pas avant elle. Donc ça nous a permis de faire évoluer d'autres personnes sur d'autres postes, et Mélanie a rempli le poste qu'elle occupe aujourd'hui. Allez messieurs, dames, il nous reste une petite minute. On va vous laisser 30 petites secondes pour convaincre nos téléspectateurs pourquoi on choisit l'apprentissage. Je commence. Allez-y. Déjà pour un choix de carrière. C'est plus facile si on veut continuer de travailler en Corse. On a même des sollicitations de candidats du continent. Il faut que ça soit également... il faut trouver l'entreprise qui adhère à ce projet. Juste quand même pour info, Espace Select s'est engagé par un contrat d'entreprise à embaucher tous les ans 2 alternants. Et cette année, donc, on en a 3. Pour renouveler les générations, etc. Et puis il y a aussi l'intérêt justement de mixer les gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'ancienneté, et les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Christophe ? Ça permet de réussir un diplôme tout en développant son employabilité, son expérience professionnelle et donc son insertion future sur le marché du travail. Bon, merci beaucoup pour cette conclusion, messieurs, dames. Merci d'être venus nous voir. On a appris des choses et on a même rigolé. C'était sympa. Ben oui. C'est moqué un peu. Non, c'est pas moqué, Allez, on se retrouve juste après le journal dans la 3e et dernière partie de Viano avec le Festival du film politique et les 10 ans du musée Marc Petier au Lazaret. Ça va être sympa aussi. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Merci.